Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Cindy Barrier, je suis artiste animalier et je donne également des cours de pastel sur internet. Si vous êtes totalement débutant et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, vous pouvez visionner sur cette vidéo les grandes lignes de ce qui va être le matériel pour pastel et comment les utiliser. En revanche, si vous n'êtes pas débutant, si vous avez déjà une certaine expérience du pastel, si vous avez déjà fait plusieurs tableaux, je pense que vous n'allez pas apprendre grand chose aujourd'hui puisque je m'adresse vraiment à ceux qui n'ont pas de notion de pastel sec. Je vais quand même vous donner les grandes lignes de ce que je vais aborder aujourd'hui. Je vais vous parler des différentes formes de pastel, comment les utiliser, quelques mots sur les papiers pour pastel, quelques mots sur la création d'un tableau et aussi sur sa conservation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a plein de tutoriels pour le pastel sec et aussi pour d'autres techniques artistiques. Je publie une vidéo par semaine tous les jeudis, donc toutes les semaines vous avez votre petit rendez-vous artistique avec moi. Vous avez un lien qui s'affiche en ce moment ici pour vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous aurez tout d'abord mon guide sur le matériel pour débuter le pastel sec, donc grosso modo, ce que je vais vous présenter ici, mais en plus détaillé et surtout par écrit, avec même des liens si vous êtes en France pour les acheter en ligne. Et en plus, vous recevrez des astuces artistiques par email de temps en temps. Si vous voulez aller plus loin sur la technique pour débuter le pastel sec, parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire de démonstration, je vous dis simplement voilà ce qu'il faut savoir quand on décide de se lancer dans le pastel sec. Vous avez également accès à mon livre numérique sur les bases pour débuter le pastel sec. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici et comme ça vous arriverez sur la page qui va vous expliquer comment faire pour le télécharger et aussi qui va vous donner plus d'informations sur son contenu. C'est parti donc pour cette vidéo dédiée aux bases du pastel sec. Tout d'abord, sachez qu'il y a une différence fondamentale entre le pastel sec et le pastel gras. Quand je dis pastel sec, cela inclut également le pastel tendre, le pastel doux, c'est la même chose, pastel doux, pastel tendre, pastel sec, ça désigne un seul et même objet. Le pastel gras, qu'on appelle également le pastel à l'huile, comme son nom l'indique, c'est un pastel qui contient une certaine quantité d'huile. C'est une technique qui n'a rien à voir. Donc séparez-les bien dans votre esprit. Pastel gras, pastel sec, c'est tout à fait différent, ça ne se mélange pas. Donc cette vidéo est dédiée à ma spécialité, le pastel sec. Je précise également que l'on dit un pastel. Et qu'à chaque fois que quelqu'un écrit une pastel, vous faites pleurer un pasteliste quelque part dans le monde. Alors, à quoi ça ressemble? Il y a différentes sortes de pastel sec. Tout d'abord, vous avez la forme classique, la plus connue, le bâtonnet. Alors ça, en l'occurrence, c'est un bâtonnet Rembrandt. Il en existe des quantités de marques différentes. Donc ça, le Rembrandt, c'est celui que je recommande en général aux débutants parce qu'il est ni trop dur, ni trop tendre. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un pastel dur? Qu'est-ce que c'est qu'un pastel tendre? En gros, plus votre pastel s'étale et s'estompe facilement, plus il est tendre. D'accord? Les pastels très durs, c'est des pastels que vous allez appliquer sur votre papier et puis après, quand vous frottez avec votre main, il se passe presque rien. Ça, c'est un pastel très dur. C'est le cas, par exemple, des carrés comptés. Donc, vous avez le bâtonnet. Ensuite, vous avez le crayon pastel. Le crayon pastel est un outil absolument formidable qui vous sera extrêmement utile pour réaliser les détails de vos œuvres. Mais vous pouvez également faire des dessins entièrement au crayon pastel. Vous pouvez aussi faire des dessins entièrement au bâtonnet. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je les mélange. Ensuite, vous avez plein d'autres formes. Vous avez également des craies comme ceci. Ça, c'est mon tout premier coffret de pastel que j'ai acheté lorsque je me suis lancée. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas très utilisées parce que ces craies-là, ce sont des craies Faber-Castell. Les couleurs sont magnifiques, elles sont très vives, mais c'est quand même très particulier. Le problème avec les couleurs très vives, c'est qu'en général, ça fait pas très réaliste. C'est pour un style qui est quand même un petit peu plus pop, on va dire. Et du coup, j'avais du mal à les utiliser. La texture est particulièrement tendre. Donc ça, c'est vraiment à peine, on frotte un petit peu sa main sur la feuille, on en a partout. C'est vraiment très particulier. Moi, je vous recommande les Rembrandt et ma marque de crayon préférée, c'est la marque Faber-Castell Pitt que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins de fournitures artistiques ou par le biais de mon guide sur le matériel de pastel sec.
Ensuite, vous avez plusieurs petits accessoires que vous pouvez vous procurer pour vous faciliter la vie lorsque vous dessinez au pastel. C'est le cas, par exemple, de ceci. C'est une estompe qui n'est pas en très bon état parce qu'elle me sert beaucoup, cette estompe, mais ce sont des objets que l'on peut changer. Alors ça coûte pas grand chose. En fait, ça sert à étaler le pigment dans le papier. Il faut savoir que traditionnellement, cet objet est banni par les pastellistes qui sont, j'ai envie de dire, old school. C'est pas péjoratif, mais disons les pastellistes qui respectent vraiment la façon de faire traditionnelle des grands maîtres. En général, préconisent de ne pas utiliser d'estompe parce qu'ils trouvent que lorsque on écrase le pigment dans le papier, celui-ci va perdre sa luminosité. Personnellement, j'estompe joyeusement tous mes pastels et je le vis très bien. Donc c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est un objet vraiment formidable. Je trouve qu'il apporte beaucoup et qu'il nous facilite les choses. Donc je ne vois pas pourquoi m'en passer. Et très sincèrement, je ne vois pas du tout de différence de luminosité entre un tableau qui a été estompé et un tableau qui ne l'a pas été. Parce qu'il y a une façon de faire aussi. Si vous estompez votre sous-couche et qu'après vous venez la retravailler, eh ben c'est ni vu ni connu, on ne saura pas que vous avez utilisé votre estompe. Donc c'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser, mais vous n'êtes pas obligé si cela vous pose problème. Passons maintenant au papier. Il est très important de choisir un papier pour pastel lorsque vous voulez faire un tableau. Si vous prenez un papier d'imprimante classique, vous allez avoir de gros ennuis. Le pastel, il a besoin d'une surface spécifique pour pouvoir s'accrocher. Donc, on va distinguer deux grands types de papiers. Vous avez les papiers qu'on va appeler les papiers lisses et les papiers abrasifs. Le papier lisse, ça va être tout ce qui est canson. C'est l'exemple que je donne la plupart du temps parce qu'en général, tout le monde connaît le papier canson mi-teinte. C'est un papier un petit peu alvéolé qui existe en plein de couleurs différentes. Et avec ça, vous pouvez très bien déjà commencer et faire de superbes tableaux. Il y a des artistes qui font des tableaux sur des papiers canson qui sont absolument sublimes. Donc, si vous n'avez que ça sous la main, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Un petit mot quand même sur ce papier lisse. Donc, celui que j'ai en exemple, c'est le seul que j'avais sous la main, c'est un papier de Delaunay. Donc, c'est bien précisé, hein. Pastel. Attention quand vous achetez votre papier à ce qu'il soit bien précisé. Pastel. Et je ne sais pas si ça se verra très bien à la caméra. J'espère en tout cas. Mais il a un côté alvéolé. C'est-à-dire que ce côté-là, en général, il y a des petites aspérités dans le papier. Et donc, ça va influencer en fait le résultat de votre tableau. Donc, parfois, ça peut être très bien. Parfois, ça peut justement donner de la texture à son sujet. Ça peut ajouter un aspect granuleux qui peut être recherché, notamment dans le cas de paysage. Et parfois, selon ce qu'on veut faire, eh bien, ça peut altérer la finesse du résultat. Donc, sachez que ce papier qui a des alvéoles d'un côté, 9 fois sur 10, l'autre côté est beaucoup plus lisse. Et vous pouvez utiliser l'un ou utiliser l'autre en fonction du sujet que vous souhaitez faire. Le deuxième type de papier, donc, c'est le papier abrasif. Alors, le papier abrasif, il va y avoir, à ma connaissance, il y a 3 marques qui l'utilisent. Il y en a peut-être d'autres. Je ne dis pas que je les connais toutes. Mais en tout cas, c'est les 3 que je connais. C'est Sennelier avec son Pastel Card, Pastel Mat, qui est de Clairefontaine, et Canson Mi-Tint Touch. Cette gamme particulière-là de Canson, elle a une surface qui est très différente du Canson classique. Le papier abrasif, je peux vous montrer celui que j'ai sous la main encore une fois, c'est le Pastel Mat. Ça, c'est mon chouchou. C'est celui que j'utilise. Je l'utilise pour absolument tous mes portraits. Au début, je commençais mes tableaux, mes premières commandes, je les avais fait sur le papier lisse. Et puis, quand j'ai testé le Pastel Mat, je me suis dit, bon, il faut passer à autre chose. Là, il faut savoir dire adieu au papier lisse et dire bonjour à ce nouveau papier qui permet vraiment une précision, mais je trouve que c'est incomparable. Moi, je suis totalement amoureuse de ce papier. Pour autant, si vous débutez, je vous recommande de faire vos gammes sur du papier lisse. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il est beaucoup moins cher. Donc, comme vous débutez, vous allez faire des erreurs. Et comme vous allez faire des erreurs, vous n'avez pas envie de ruiner un bloc de papier que vous avez payé plus de 30 €. Je suis sûre que c'est votre cas. Donc c'est pour cela que je vous recommande de vous entraîner sur du papier qui ne vous aura pas coûté trop cher. Parce que de cette façon, vous allez avoir moins de réticence pour faire des tests et pour essayer. Parce qu'il n'y a pas de secret de toute façon. Si vous voulez progresser, il faut pratiquer. Donc
Mon conseil, encore une fois, c'est de commencer sur du papier lisse et lorsque vous arrivez à avoir de bons résultats, lorsque vous sentez que vous avez déjà passé un cap et que vous avez envie d'aller encore plus loin, à ce moment-là, vous êtes prêt pour passer au papier abrasif. Le pastel mat, pourquoi est-ce que je le recommande? C'est parce que je trouve qu'il est... il va moins user les pastels que le pastel carte de Sennelier. J'aime beaucoup le Sennelier, je trouve qu'il est vraiment très très précis, mais par contre c'est presque comme du papier de verre. Donc à peine vous passez votre pastel par-dessus, vous allez voir que vous allez avoir une grosse quantité qui va se déposer sur le papier et du coup le matériel ça défile après, hein. Ça va beaucoup plus vite. Donc je trouve que lui il a les mêmes avantages, il est très fin le pastel mat, mais il use moins les pastels. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe pour réaliser un tableau au pastel? Eh bien la première chose à faire, c'est de choisir la couleur de votre papier. Le papier pour pastel, il y en a vraiment de toutes les couleurs possibles, imaginables. Après, ça dépend des marques bien sûr. Mais tout d'abord, donc, il faut choisir une couleur qui soit en adéquation avec ce que vous prévoyez de faire. Donc soit vous prévoyez de faire un portrait et de laisser la couleur du papier en guise de fond, soit vous prévoyez de faire un tableau complet avec le fond, avec le sujet que vous allez représenter. Et donc tout votre papier sera entièrement recouvert. Dans ce cas-là, la couleur, vous allez la choisir en fonction de sa proximité avec la couleur du sujet. C'est-à-dire que si vous voulez faire, je suis peintre animalier, donc admettons, vous voulez faire un chien gris clair, eh bien, moi, je vais choisir un papier gris foncé. Pourquoi? Parce que je vais tirer parti de la teinte du papier, en fait, pour donner une première teinte à mon animal. Maintenant, ça c'est si j'ai décidé de lui faire un fond. Maintenant, si je ne veux pas lui faire de fond et que je veux qu'il soit mis en valeur par la couleur du papier, là, je vais choisir une couleur qui va un petit peu contraster avec. Par exemple, si je fais donc mon chien gris clair, peut-être que je vais prendre une couleur anthracite parce que je sais que sur l'anthracite, il va super bien ressortir. Ou peut-être que je vais prendre une couleur brune. Bref, j'essaie de faire en sorte que le résultat final soit joli. Lorsque vous avez la couleur de votre papier, vous allez pouvoir réaliser votre esquisse. Exactement comme pour un tableau à la peinture, vous allez réaliser une esquisse avant de passer à la mise en couleur de votre sujet. Donc cette esquisse, vous pouvez la faire avec un bâtonnet, mais ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. Parce que le bâtonnet va être très difficile à gommer et qui va faire un trait épais. De toute façon, il y a beaucoup plus simple pour faire votre esquisse et cela s'appelle le crayon pastel. Puisque le crayon pastel est beaucoup plus fin, il sera plus facile à gommer et il sera aussi beaucoup plus facile à manipuler. Tout le monde connaît cette forme de crayon. Tout le monde sait la tenir correctement, donc il n'y a pas de souci pour faire votre esquisse, vous serez beaucoup plus à l'aise. Pour choisir la couleur de votre esquisse, moi je vous recommande de choisir une couleur qui soit proche de celle de votre papier. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir la gommer facilement. Parce que selon la couleur que vous prenez, si vous dessinez au crayon noir sur du papier blanc, vous êtes sûr que là, si vous vous trompez et que vous devez gommer votre trait, vous allez avoir une marque noire qui ne sera pas très esthétique. Donc, si je prends un papier gris foncé, je vais prendre un crayon gris clair parce que je sais qu'il va se gommer facilement. De manière générale, il vaut mieux éviter de prendre un crayon trop foncé pour l'esquisse. Ensuite, lorsque vous allez la mettre en couleur, cette esquisse, eh bien votre crayon va devoir se fondre avec le pastel, et de cette façon, on ne verra plus votre trait initial. Pour vous assurer d'ailleurs d'avoir une esquisse correcte, je vous donne le lien ici vers la vidéo qui parle de la technique du quadrillage. C'est une technique qui permet d'avoir des points de repère et de ne pas vous tromper ni dans le cadrage ni dans les proportions de votre sujet. Sachez que il n'y a rien de plus frustrant que de faire un tableau super bien réalisé, mais raté parce que il y a un œil plus gros que l'autre ou parce que il y a quelque chose qui est mal placé. Et ça, malheureusement, si votre croquis est faux, vous en êtes sûr à 100%, le tableau sera faux. Une fois que le croquis est déclaré terminé et qu'on commence la mise en couleur, c'est foutu. Donc, je vous recommande chaudement de bien vérifier votre croquis. Une fois que votre esquisse est réalisée, vous pouvez passer à la mise en couleur en utilisant soit des bâtonnets, soit des crayons, soit les deux. Alors moi, ma façon de faire, c'est d'utiliser dans un premier temps les bâtonnets pour couvrir la surface. Alors le bâtonnet, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous pouvez utiliser l'extrémité ici, vous pouvez utiliser la tranche pour avoir un trait fin et
Vous pouvez aussi enlever le papier s'il est un papier et utiliser toute cette surface, donc le côté, pour remplir de grandes surfaces. Une fois que vous avez rempli vos surfaces, vous pouvez très bien, avec vos crayons, venir remplir les détails qui sont plus difficiles à atteindre. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Encore une fois, vous avez mon livre sur les bases du pastel sec qui vous apportera beaucoup plus de précision, qui vous parlera également des couleurs, qui vous parlera également des valeurs, de toutes ces choses qu'il est bon de savoir quand on commence une nouvelle technique, et bien évidemment qui vous parlera de toutes les particularités du pastel sec pour vous assurer de faire les choses vraiment dans l'ordre, de choisir les bons bâtonnets, les bonnes couleurs, et de mener votre tableau jusqu'à son terme, avec plein de conseils pour améliorer votre réalisme. Enfin, pour terminer cette vidéo sur les bases du pastel, lorsque votre tableau est terminé, lorsqu'il vous plaît, vous allez avoir envie de le conserver. Et il y a une chose qu'il faut absolument savoir sur le pastel, c'est que c'est très volatile et donc c'est très fragile. Pour conserver parfaitement votre tableau, vous pouvez avoir besoin de fixatifs selon le papier que vous avez utilisé. Alors encore une fois, je vous donne le lien qui s'affiche en ce moment sur le bon usage du fixatif. Il vous apprendra notamment comment faire pour fixer votre tableau sans altérer les couleurs, mais aussi comment faire pour l'utiliser avant d'avoir terminé votre tableau dans le cas d'un papier saturé. C'est quelque chose qui peut arriver selon, encore une fois, votre façon de travailler. Parfois, on a l'impression que le pastel ne marque plus, le papier n'en veut plus, c'est qu'en fait la couche est trop épaisse et ça arrive surtout sur les papiers lisses. Et à ce moment-là, petite couche de fixatif, ça peut faire repartir votre tableau et vous permettre de continuer à lui ajouter des détails. Mais encore une fois, visitez le lien vers le bon usage du fixatif au pastel sec et de cette façon, vous comprendrez tout sur ce produit qui est un petit peu controversé. Une fois que votre tableau est fixé ou pas d'ailleurs, selon vos besoins, eh bien, il ne vous reste plus qu'à l'encadrer et c'est l'occasion pour moi de vous donner un dernier lien sur ma vidéo qui est dédiée à l'encadrement des tableaux au pastel. Mais pour faire simple, le pastel s'encadre sous verre. C'est impératif. Ne faites pas l'impasse sur la vitre parce que c'est un dessin qui est fait sur papier, donc ça veut dire que si vous ne le mettez pas sous verre, vous allez le soumettre à la poussière, aux petits accidents de la vie et surtout vous risquez vraiment d'avoir un tableau qui s'endommage au fur et à mesure du temps. Or, notre but en tant qu'artiste, c'est de nous assurer que nos œuvres perdurent dans le temps et que les personnes à qui on les offre ou à qui on les vend puissent en profiter le plus longtemps possible. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors encore une fois, gratuit et instantané, vous avez mon guide sur le matériel pour débuter le pastel sec qui va reprendre un petit peu tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo pour ce qui concerne le matériel et qui vous apportera beaucoup plus de précision, surtout pour les accessoires et la façon de vous les procurer sur internet. Et en même temps, cela vous abonnera à ma newsletter pour artistes, donc vous recevrez de temps en temps un petit message de ma part qui vous dira qu'il y a une nouvelle vidéo ou qu'il y a un nouveau cours de pastel et qui vous donnera des petites astuces comme ça pour améliorer vos œuvres ou tout simplement pour parler art. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre dès que possible. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.